Merci beaucoup, Monsieur Lenain, de ce point de vue. En vous écoutant, je réfléchissais à ce que serait la Caisse nationale d'assurance maladie, constituée d'un conseil d'administration fait exclusivement de malades. Euh, je- il y a un chemin à parcourir. Euh, Avec vous, on a bouclé la boucle, on a fini le cercle de ces contributions des uns et des autres. On a pris un petit peu plus de temps qu'on l'avait imaginé au départ, mais en vous écoutant les uns et les autres, on ne voit pas bien comment on aurait pu limiter vos contributions. On a peut-être le temps, malgré tout, d'aborder une ou deux questions. Un certain nombre ont été euh, exprimés sur le chat, avec d'ailleurs des réponses de la part de participants. Il y en a peut-être une que j'ai envie de réactualiser. Bernard Pock a parlé tout à l'heure de cas par cas. Il a parlé de cette recherche individuelle pour chaque personne de la meilleure ou de la moins mauvaise solution. Vous, Monsieur Lenain, vous venez de parler d'un effort de synthèse entre des lignes directrices ou des recommandations pas toujours compatibles. Est-ce qu'au fond, pour, éclairer cette discussion, il n'y a pas là une sorte de choc professionnel entre le modèle de la personnalisation des aides, personnalisation des soins, l'attention portée à la personne telle qu'elle est, et puis d'autre part un modèle professionnel qui est, je pense pour beaucoup, sinon pour tous les métiers, très poussé dans la direction de la standardisation. Alors comment est-ce qu'on peut faire du cas par cas avec des procédures professionnelles standardisées? Est-ce que c'est un questionnement qui vous suggère quelque chose? J'ai vu dans le chat qu'il y avait des interrogations sur le caractère opposable des recommandations et M. Martinan a très justement répondu qu'en effet, des recommandations, c'est voilà ce qu'on peut dire de mieux dans la situation évoquée, mais ça n'est en aucun cas opposable pour les professionnels qui y sont confrontés. Alors, sur mesure ou prêt-à-porter? En fait, on tire un peu les deux. En fait le, le point d'entrée, ça doit être. Tout à l'heure, on a parlé de continuité des soins. En fait, c'est une continuité qui ne doit pas être que sur le soin. Ça doit être sur l'ensemble de ce qui fait le projet d'établissement ou le projet de service. Ce projet, il est basé sur l'individualisation. Donc, j'allais dire en toute logique, Covid ou pas Covid, on n'avait pas forcément, on n'avait pas vocation à remettre en question ce sujet de l'individualisation. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques. Donc, j'allais dire, c'était forcément quelque chose qui devait rester structurant pour les établissements et services, quels qu'ils soient. Après, en revanche, il y a un impact qui est un impact très pratique, très concret et qui joue sur la capacité des établissements et services à personnaliser. C'est le fait que on parle des personnes accueillies et de leur fragilité, mais il y a eu aussi énormément de salariés qui ont eu le Covid. Et entre ceux qui étaient cas contact, ceux qui étaient effectivement infectés, il y a eu un impact, notamment dans la période qui a suivi le mois de mars et également le deuxième confinement. Il y a eu un impact sur comment dire, le niveau quantitatif des équipes, tout simplement le nombre de personnes disponibles pour accompagner, qui a parfois été majeur. Nous, typiquement, dans plusieurs cas, ça nous est arrivé de redéployer des effectifs de l'établissement A vers l'établissement B.
avec tous les risques que ça induit d'ailleurs de faire revenir dans l'établissement des personnes qui sont, entre guillemets, initialement étrangères au service, quand bien même elles sont professionnelles. Parce que quand même, il faut le dire, la première cause d'entrée du virus dans un établissement et un service, c'est pas les familles, c'est les professionnels. C'est pas un jugement de valeur, c'est statistique. C'est les seuls qui viennent et qui rentrent tous les jours. Donc, donc, sur la personnalisation, effectivement, l'idée, c'était de garder une mise en œuvre du projet d'établissement ou du projet de service qui soit la plus homogène, la plus stable possible. Après, bah, il y a eu des endroits où c'était extrêmement difficile. Je sais que nous, on est très présent en Grand Est. On a eu énormément de difficultés en Grand Est parce qu'on a eu des équipes, dans certains cas, très, très touchées. Merci. D'autres réactions? Dans le chat, il y a un participant, une participante qui me rappelle à juste titre que le sur-mesure est plus coûteux que le prêt-à-porter. D'autres réactions? Je sais il est très tard, on est au-delà de l'heure qu'on avait prévue pour la fin de notre échange, mais si parmi vous, il y a une question, un témoignage. Oui. Moi, je veux bien une réaction, Madame Dominique Prié-Chéron. Je travaille au conseil départemental d'Eure-et-Loire et je suis par ailleurs élue au CVS d'un établissement de personnes handicapées. Dans les choses qui se sont un peu interchoquées et qui peut-être ont eu un impact, y compris sur les droits des usagers, dans les tout derniers temps, la vaccination s'est un peu élargie, et notamment pas qu'aux personnes vulnérables, très vite aux professionnels des établissements, mais néanmoins avec la liberté individuelle de chacun de savoir s'il devait se faire vacciner ou pas. Et je fais le lien avec ce que vient de dire Monsieur Lenant. On a, nous, sur le département, certains établissements qui, du fait de cette liberté de se faire vacciner ou pas, ont un grand nombre de personnels qui n'ont pas été vaccinés et qui, du coup, ont persisté dans des fonctionnements évacuant les visites en chambre, obligeant à des tests PCR, de peur que les équipes soient contaminées et viennent mettre en cause le fonctionnement des établissements. Et du coup, on a là, se sont entrechoqués les droits des personnels, mais du coup, les droits des usagers qui, par manque de vaccination des personnels, n'ont pas pu voir leur famille. Et là, il y a une vraie question, je crois, à nouveau, qui s'interchoque entre les droits individuels des autres et des uns et ceux des autres. Merci beaucoup de ce témoignage, en effet pertinent. Oui, je voudrais un petit peu rappeler cette histoire que Marie de Henetzel a bien fait paraître dans les livres, le deuil impossible, qui permet donc et qui montre bien l'impossibilité pour certaines familles de faire le deuil de leur résident. J'ai l'exemple d'un décès par syndrome de glissement, d'une de nos résidentes très croyantes, une famille croyante, qui, en période de grosse épidémie, est décédée non pas du Covid, mais de son syndrome de glissement. Le médecin qui est venu donc apporter, et je dis bien apporter le certificat de décès, ne la connaissait pas. Il a glissé le certificat par la vitre de la fenêtre de la voiture sans pénétrer dans l'établissement, sans voir la patiente, en la déclarant Covid, alors qu'elle avait eu un test PCR en début de semaine, donc ça c'était le week-end suivant, en début de semaine qui était négatif, et la famille qu'on a revue après, qui a découvert la maman mise dans le cercueil, scellée et tout ça, dans le sac en plastique, et qui nous a posé la question, mais dites voir, êtes-vous bien sûr que c'est ma maman qui est dans le cercueil là ? Là aussi, c'est le problème de l'éthique. Et donc, c'est pour ça que je reçois très bien ce qu'a dit monsieur le directeur d'un établissement tout à l'heure, que s'il transgresse
les recommandations, il en prend la responsabilité. Moi, je pense que dans nos établissements, il faut qu'on généralise absolument la réflexion éthique, parce que une décision transgressante prise de façon collégiale a quand même beaucoup plus de chances d'être entendue, écoutée par une instance judiciaire si ça traduit l'ambiance du moment dans un établissement. Hein. Voilà ce que je voulais rajouter un petit peu pour, je ne dis pas conclure, mais pour traduire mon état d'âme un petit peu à cette heure-ci. Hein. Merci de cette contribution. Je pense Euh, qu'on arrive vers la fin de notre échange, sauf avis contraire parmi nous. Rapidement, Oui, pour confirmer ce que vient de dire ce confrère, il existe un document fait à la demande de la DGSS par Fabrice Zille qui effectivement détaille fort bien ce que devrait être demain et après-demain la réflexion éthique dans les établissements. Et il est temps que la réflexion éthique rentre dans les établissements. Et il n'est pas possible que les établissements ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi maintenant et en tirent un certain nombre de conclusions. La vie dans les établissements ne pourra pas être ce qu'elle était avant-hier et pendant la Covid. Donc il y a quand même une réflexion à faire et peut-être que cet échange de cet après-midi pourrait y concourir. Merci. merci beaucoup Bérard de ce mot éthique qui est en effet pas un mauvais mot pour clore une réunion, quel que soit le sujet. Je voudrais remercier tous les participants présents ou qui ont dû partir d'avoir participé à cette réunion, d'avoir échangé, d'avoir écouté les interventions des uns et des autres. Je voudrais, en votre nom à tous, et en tout cas au nom de la Fédération, remercier très chaleureusement les 9 intervenants qui se sont succédés au cours de cette réunion. Et puis, je pense que les uns ou les autres, nous serons amenés à nous revoir, à rediscuter de ces sujets. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué à éclairer notre réflexion sur cette situation. Ben, je vous souhaite à chacun une très très bonne soirée.